Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette série consacrée aux comics que je vous recommande pour débuter votre collection de DC Comics. Deux fois de comics en intro, ça commence bien. Cette fois-ci, donc, je vais vous parler, comme le titre l'indique, de ce titre-là, La Tour de Babel Justice League. Alors, c'est un titre qui est sorti donc en 2000 aux États-Unis. J'ai pas la date en France. J'imagine que c'est peut-être la même année ou 2001 peut-être. Donc, scénarisé par Mark Waid, qui était à l'époque un scénariste en devenir. Ce qui était marrant, c'est qu'en fait, c'était un scénariste qui avait fait le chemin inverse des autres scénaristes. C'est-à-dire que d'habitude, on est scénariste pour après devenir éditeur, enfin, pourquoi pas devenir éditeur, enfin, manager éditorial, si on peut dire ça comme ça. Lui, il a fait l'inverse. Il était d'abord manager éditorial pour ensuite passer scénariste, et il était vraiment un des auteurs les plus connus du début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Ça fait partie des noms comment je pourrais dire ça, des scénaristes AAA. Si vous voulez connaître un peu les comics, je pense il y a des noms que vous allez vite entendre revenir. Donc j'avais parlé notamment dans le premier livre du scénariste Alan Moore. Je peux en citer d'autres. Donc il y a, aujourd'hui, je pense que Scott Snyder, pardon, fait partie de ces scénaristes-là. On a Dan Jurgens, Geoff Jones également. Voilà, c'est des auteurs AAA, si je peux dire, de comics. Et donc Mark Waid en fait partie. Donc cette histoire, elle est illustrée à la fois par Howard Potter et Steve Scott, colorisée par John Kalitz, je ne sais pas si je prononce bien son nom, et ancrée par Drew Geraci et Mark Probst. Encore une fois, j'espère que je ne massacre aucun nom de famille. Voilà. Euh, il y a un nom évidemment qui me revient tout de suite parce que je le vois dans mes notes. Mark Waid reprend la série Justice League des mains, Justice League of America, des mains de Grant Morrison, qui est donc fait largement partie de ces scénaristes AAA. Grant Morrison, qui est peut-être un des plus connus, je pense, des années 80-90. Sans aucun doute. Je vais juste vite fait repasser sur la mise en contexte de ce récit, puisque c'est après le run de Grant Morrison, et je pense que c'est également peut-être dû à l'époque également, fin des années 90, début des années 2000, les runs de la Justice League et de beaucoup de comics sont très centrés sur l'aspect cosmique. C'est-à-dire qu'on a littéralement affaire à des menaces cosmiques, genre Anti-Monitor, Darkseid, enfin voilà, plein de menaces comme ça qui sont ultra dangereuses et surtout extrêmement démesurées. À cette époque-là, donc, la Justice League est un véritable panthéon de dieux. C'est-à-dire que vous avez Superman, Wonder Woman, Aquaman, Plastic Man et Green Lantern. Enfin voilà, c'est vraiment le roster le plus, pas le plus fort, mais en tout cas un des plus forts de l'histoire de la Justice League. Et donc ils affrontaient, voilà, des menaces cosmiques. Et donc Mark Waid, ce qu'il fait en reprenant cette série et cette ligue, il en fait, il va comment je pourrais dire ça? Il va un peu la mettre à l'échelle humaine, et il va même complètement la mettre à l'échelle humaine, puisque c'est dans cette histoire, on a quasiment aucun voyage dans l'espace. Le seul voyage qu'on a dans l'espace, c'est dans le QG de la ligue sur la Lune, et tout se passe sur Terre, et la menace est vraiment terrienne. C'est-à-dire que enfin voilà, c'est des plans créés par un humain, utilisés par un autre humain pour détruire l'humanité, à nouveau, forcément. Vite fait, parce que je l'avais pas fait sur le premier épisode, je vais parler de l'adaptation. Donc ce film a été adapté en film animé, qui s'appelle Justice League Doom. L'adaptation est libre puisqu'on a de nouveaux vilains et surtout de nouveaux personnages dans le roster de la Ligue, ce qui est assez important pour le plan de Batman. C'est-à-dire que notamment Plastic Man, et je me demande si Aquaman est dans le film n'est pas présent. Ah, je me demande est-ce qu'il est présent Aquaman dans le film, j'ai un doute. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, il y a Cyborg, ce qui fait qu'il y a un nouveau plan qui a été créé pour Cyborg. Le film est assez intéressant également. Je vous recommande de le regarder, même si c'est pas le film du siècle. Tout comme en fait ce livre-là, je le recommande, mais très honnêtement, pour l'avoir relu hier pour les besoins de la vidéo, les illustrations quand même assez mal vieillies. C'est-à-dire que c'est pas moche, mais en fait on sent que c'est vraiment le lambda, et tous les visages sont très arrondis. Le sang, c'est du ketchup, littéralement c'est du ketchup. On le voit que il est très trop rouge, en fait, trop rouge avec des reflets. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ces illustrations, en fait, pour le coup, c'est vraiment des illustrations. J'ai l'impression que c'était peut-être, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que c'était un peu peut-être les débuts où il commençait peut-être à faire des comics, enfin des dessins, pardon, sur ordinateur. Et j'ai l'impression que c'était un peu trop, ça manque de l'aspect un peu authentique qu'on peut retrouver dans les comics de la fin des années 80. Donc je vais passer maintenant au récit. Donc le récit il est simple, c'est Ra's al Ghul et sa fille Talia qui veulent diminuer grandement le nombre d'humains sur Terre pour que les humains arrêtent de détruire la planète sur laquelle ils vivent. Par-dessus tout, par-dessus ça, il veut contrôler le restant des humains. Il dit pas un chiffre, mais en gros, il rappelle souvent les 6 milliards d'êtres humains. On imagine qu'il veut au moins les diminuer à 1 milliard ou quelque chose comme ça. Donc son plan pour ça, d'où le titre du livre, c'est de brouiller toutes les communications des humains, donc qu'ils puissent plus lire un seul langage et ne puissent comprendre entre eux, ce qui provoque beaucoup de problèmes comme vous pouvez l'imaginer, notamment dans les aéroports, les centrales nucléaires, les frontières, etc. etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que les motivations de Ra's al Ghul à l'époque devaient être très comic bookesque, pardon. On est donc au début des années 2000, la crise environnementale, elle était, je pense, très sous-estimée et enfin, c'est pas, je pense, elle a été clairement très sous-estimée et elle était même probablement moquée par beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je pense que ces motivations-là seraient plus tendues et on aurait beaucoup plus de questions sur les motivations de ce personnage-là en se disant. Ouais, mais est-ce que en vrai, est-ce qu'il a pas un point, pas dans le fait de détruire des humains, mais dans le fait que les humains sont peut-être trop nombreux sur cette planète et que il va falloir réduire cette population, alors pas en les tuant évidemment, mais en réalisant peut-être une décroissance démographique. Mais c'est marrant de voir à quel point en fait, je pense que c'est vraiment amusant. Encore une fois, quand je l'ai relu le livre, je me suis dit mais en fait c'est vraiment encore une fois un livre intemporel parce qu'aujourd'hui, il est peut-être même plus d'actualité qu'à l'époque. Encore une fois, à l'époque, aujourd'hui, à une époque où tout se passe par Internet et la crise climatique est là et plus présente que jamais et ne va faire que empirer. Les motivations et le jeu sur le langage, justement, seraient encore plus d'actualité aujourd'hui et foutrait encore plus de bordel aujourd'hui, je pense, dans notre monde. Donc, pour mettre ce plan à exécution, pardon, Ra's al Ghul, donc c'est un plan en 2 étapes. D'abord, il brouille les communications et ensuite, pour empêcher la Justice League de répliquer, ils volent les plans que Batman a concoctés pour neutraliser ses collègues de la Justice League. Et donc c'est un des premiers récits, il me semble, où la Justice League est battue par un humain, ce qui est assez ironique, puisque, comme je l'ai dit, à ce moment-là, on sort de Run, où la Justice League est littéralement un panthéon de dieux. Et c'est le premier récit où ils sont littéralement battus par un humain, ils sont mis à terre par un humain. Ce qui est, encore une fois, assez ironique. Ce que le récit met en avant, ce que j'ai bien aimé, ce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas forcément compris, c'est que certes, il y a la capacité de Batman à anticiper, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage de Batman, c'est sa capacité, sa volonté à faire le pire pour faire le bien. C'est-à-dire que là, faire le pire, c'est de penser, concocter un plan pour neutraliser ses alliés dans leur dos, hein, vraiment en leur infligeant les pires tortures, parce que parfois, il leur réserve même des sorts qui sont quasiment peut-être pires que la mort. Je pense notamment au sort qui réserve à Wonder Woman. Je vais pas le révéler parce que je peux vous laisser quand même le découvrir par vous-même. Wonder Woman, Flash également, c'est pire que la mort. Plastic Man est aussi. En fait, c'est vraiment un plan où c'est là où on se dit vraiment que Batman peut être un sadique et heureusement que c'est pas un super vilain. Et là, dans ce livre-là, ce qui est marrant, c'est que c'est un super vilain dans un sens. Parce qu'il a vraiment des plans ultra sadiques hein, pour comment se débarrasser des héros et comme c'est lui qui les connaît le mieux, c'est dans un sens amusant de le voir de voir les plans qu'il a mis en scène. Ce qui est le plus intéressant dans ce plan-là, c'est un chapitre qui est au milieu, qui est un add-on de la série. C'est-à-dire que la série normalement se déroule en 4 épisodes, mais au milieu de cette 4 chapitres, pardon. Au milieu de ces 4 chapitres, il y a un chapitre bonus qui est centré donc sur Talia et ça démontre comment elle a été volée les plans et comment Batman connaissait toutes ces choses sur ses collègues et on découvre donc comment il a eu l'idée pour neutraliser donc Green Lantern qui à l'époque est Kyle Rayner
euh, Wonder Woman également, etc. C'est d'ailleurs assez rafraîchissant parce que c'est un roster que vous reverrez pas de sitôt dans la Justice League, pardon. Plastic Man qui a complètement disparu. Peut-être à raison vous me direz, mais qui a complètement disparu. Cet Aquaman là avec le bras au crochet, le vieux Aquaman si on peut dire, l'Aquaman classique également. Marcel Hunter qui a, à mon grand regret, qui a complètement disparu également de la Justice League, donc et Kyle Rayner. Et le Flash, c'est pas Barry Allen, c'est Wally West. Donc on a vraiment un roster qui est très rafraîchissant et très plaisant en fait, vraiment à lire. Et c'est quand vous allez lire ce livre-là, vous allez peut-être même vouloir en découvrir plus sur ces personnages-là. Pas forcément Plastic Man, même si le côté ancien criminel repenti qui devient un héros peut être assez intéressant, mais moi c'est surtout Kyle Rayner et Martian Hunter que je trouve vraiment sous-exploités dans dans beaucoup d'histoires de DC. Petit point noir quand même sur le vote de fin à la fin de la Justice League vote pour savoir s'ils doivent garder Batman, pardonnez-moi, dans l'équipe, et je trouve que ce vote est très obscur parce que ça met en considération des données et des arcs narratifs qui sont donc antérieurs, mais dont nous, en tant que lecteurs, on n'a pas forcément accès, ou en tout cas on n'a pas des souvenirs. Je pense notamment à un moment, il parle de Hal Jordan. Vous dites, ah oui, mais attendez, Hal Jordan à ce moment-là, c'est quoi? Il est où déjà? Parce que l'histoire, c'est Hal Jordan. Et un sacré bordel, il représente très bien l'aspect comics des comics, si je puis dire, donc où personne ne meurt et à chaque fois ils reviennent à la vie. Hal Jordan, je pense, représente le mieux ça. Donc il y a Hal Jordan, il y a d'autres passages où je me suis dit, je suis pas sûr de ce à quoi ils font référence, mais bon, c'est pas très intéressant parce qu'au final le choix est déjà fait en fait pour ces personnages-là. Passons maintenant aux conséquences de ce récit. Alors attendez, voilà. La première conséquence, elle est antérieure à l'histoire, puisque cette histoire a un lien direct avec Identity Crisis, dont je vais parler dans les 10 livres que vous devez absolument posséder pour débuter votre collection de comics, puisqu'on découvre la raison dans Identity Crisis, la raison de la paranoïa de Batman. Je vais pas en révéler plus parce que là, ça serait du gros spoil pour Identity Crisis et c'est, à mon avis, quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Mais voilà, les deux histoires ont un lien et ont un lien même assez fort l'une entre l'autre. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup d'histoires également ont cette base comme excuse ou tout simplement comme base, comme quoi Batman donc, a un plan pour massacrer ou torturer ou mettre en tout cas hors jeu ses collègues. Je pense que ça m'étonnerait. Est-ce que dans Injustice il y a ça et même dans un run assez récent de Batman, donc le run de Chip Zdarsky, encore une fois, j'espère que je prononce pas mal son nom, donc qui est donc en français Batman Dark City, où donc on voit que Batman a en élaborant ce plan-là, a créé un plan contre lui-même avec la création d'un robot, etc. Donc encore une fois, juste pour vous dire que cette histoire est la base de beaucoup d'autres histoires et ce sur quoi beaucoup d'autres histoires s'appuient pour construire leur propre histoire. Alors parfois c'est pas forcément super bien fait, mais parfois ça fonctionne très bien. Et je vais finir sur un point personnel. Je pense que ironiquement, ce récit où Batman est éjecté de la ligue, c'est l'un des deux récits où il est le mieux intégré à cette ligue. Pourquoi? Parce que au milieu de ces dieux, en fait, on découvre que Batman a complètement sa place parce qu'il peut les neutraliser. Et ça prouve que c'est peut-être le personnage pas le plus puissant, mais en tout cas le plus, comment je pourrais dire ça? Le plus préparé au pire dans la ligue, dans une ligue qui est composée comme de beaucoup de personnes naïves. Superman, Green Lantern, Flash, etc. Vous savez que c'est pas des mecs très intellectuels. C'est pas des mecs c'est pas des héros qui vont réfléchir à beaucoup de plans à l'avance. Et c'est généralement des héros qui sont vraiment beaucoup plus dans la réaction, dans le fait de sauver des gens, dans le fait de réagir et de frapper l'ennemi. Batman, lui, il est beaucoup plus cérébral et c'est là où on découvre à quel point je pense qu'il s'intègre parfaitement à la ligue avec ce récit-là et donc The Dark Knight Returns. Puisqu'on voit à quel point un Batman préparé peut vraiment les détruire. Et c'est là où on voit encore une fois à quel point il est essentiel à la Ligue, puisque c'est lui qui peut les préparer, et également c'est lui qui peut les détruire de l'intérieur.
Ce qui était très bien dit dans le film d'ailleurs, la phrase de fin, elle n'est pas présente dans ce livre. La phrase de fin de Justice League Doom, où Superman dit mais attends, t'avais prévu un plan contre nous, mais c'est quoi notre plan, enfin quel plan tu avais si toi tu deviens fou. Et le plan et Batman dit bah mon plan c'est vous en fait, vous êtes capable de me contrecarrer. Et je trouve que comment je pourrais dire ça, l'interaction entre Batman et le reste de la Ligue est la chose la plus importante et la mieux développée. Enfin, ce que ce récit permet de la développer, voilà, de l'enrichir. Et encore une fois, c'est la base de beaucoup d'autres interactions. Donc en fait, il faut pas lire ce récit comme un récit enfin, pas comme un récit lambda où tout seul il est exceptionnel. Honnêtement, tout seul il a quelques défauts, comme j'ai dit, l'illustration elle est pas terrible. La fin vous pouvez ne pas la comprendre, mais il faut vraiment la prendre comme la base de votre collection parce que c'est à partir de ça que vous allez découvrir beaucoup d'autres, et que vous allez comprendre en fait beaucoup d'autres interactions et ce récit va également justifier beaucoup d'autres histoires et notamment cette fameuse question en mode mais il n'y a aucune chance que Batman puisse battre Superman. Oui, c'est sûr que s'il le croise au coin de la rue, Superman va détruire Batman. Mais si Batman ne côtoie Superman pendant ne serait-ce qu'une semaine ou deux, il aura détecté toutes ses failles. Il aura déjà des plans sur comment exploiter toutes ses faiblesses. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce sur quoi ce récit se base et ce pourquoi il est, à mon avis, essentiel de le posséder si vous voulez débuter votre collection de comics. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Il est beaucoup plus rapide que le précédent, mais c'est tant mieux. Moi, je vous laisse là. Donc, le prochain, j'ai pas encore décidé lequel sur lequel récit je partais. Il y a des chances que ce soit sur une autre œuvre de la Justice League qui m'a vraiment marqué, voire bouleversé. Je sais pas encore. J'ai pas envie de vous en dire plus. Je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et lisez des comics. Allez, à bientôt.